Conakry, le 24 octobre 2019. Merci de l'attention et bienvenue dans cette édition. Donc voici le sommaire. Le sommet Russie-Afrique se poursuit à la cité balnéaire de Sotchi. Le président de la République, professeur Alpha Condé, a prononcé son discours ce jeudi devant plus de 40 chefs d'État et de gouvernement. Un centre intégral Walietebe pour la jeunesse de Bofa. Il vise à créer des emplois durables et faciliter l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Les jeunes de Bofa apprécient le geste du gouvernement guinéen. On sommaire encore, dans la région forestière, l'appel à manifester n'a pas été suivi. Les populations ont vaqué à leur activité. Banques, marchés et stations-service sont restés ouverts. Ici à Conakry, l'opposition a marché de la tannerie au stade du 28 septembre sans incident. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le président de la République poursuit son séjour de travail à la cité balnéaire de Sotchi. Ce matin, professeur Alpha Condé a prononcé son discours à la deuxième journée du sommet Russie-Afrique. Un discours axé sur la coopération entre la Russie et le continent africain, particulièrement la Guinée. Nous vous invitons à suivre le discours du professeur Alpha Condé. Merci beaucoup. Je donne la parole au président de la République de Guinée, Alpha Condé. Excellence, Monsieur le Président Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, Excellence, Monsieur le Président Al-Fattah al-Sisi, président de l'Égypte, Excellence, Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, Mesdames, Messieurs. Je voudrais tout d'abord remercier son Excellence Vladimir Poutine, le gouvernement et le peuple russe pour la qualité de l'accueil et des dispositions idoines prises pour cette toute première édition du sommet Russie-Afrique dans la magnifique ville de Sotchi. Ce sommet qui nous réunit ici est certainement le témoignage d'une nouvelle ère et d'un approfondissement de la relation historique particulière que notre continent entretient avec la Russie. En effet, les luttes communes que nous avons menées pour la libération des peuples opprimés ont inspiré d'autres soutiens et sympathies sans lesquels la reconnaissance du continent dans la sphère mondiale aurait été beaucoup plus difficile. Aussi, elles ont joué un rôle fondamental dans le changement de paradigme qui a consolidé les relations internationales après la Seconde Guerre mondiale. Le prix élevé que la République de Guinée a dû payer pour avoir eu le courage de refuser des solutions néocoloniales a limité son accès au financement, aux investissements et au commerce international. Ce sont des pays comme l'Union soviétique qui ont permis l'ouverture de ce qui est devenu un blocus et de construire les premières bases de notre État. La condition de la Russie a été multidimensionnelle, y compris dans les domaines économiques, de la santé, de la sécurité, de l'éducation, de la recherche, et particulièrement l'Institut Polytechnique de Conakry et le Centre de recherche océanographique de Guinée. Depuis les indépendances, un nombre important de cadres guinéens ont été formés dans l'ancienne Union soviétique et aujourd'hui en Russie, renforçant ainsi la coopération dans le domaine de l'enseignement et de la recherche. C'est aussi le lieu de réitérer la gratitude du gouvernement guinéen et du peuple de Guinée à la Russie son action lors de la crise Ebola 2014-2015 avec l'installation d'équipements de dernière génération en microbiologie qui a permis de lutter efficacement contre l'épidémie. La République de Guinée est un excellent exemple de ce que la technologie et les investissements russes peuvent faire pour développer l'immense potentiel et la richesse des pays africains. La présence des sociétés russes dans le secteur minier est bien établie et déjà considérée comme traditionnelle. En ce qui nous concerne, les conditions sont déjà créées pour une expansion toujours bienvenue de la diversification verticale de cette production. Cela permettra une valeur ajoutée pour nos matières premières, que ce soit en les transformant ou en améliorant notre logistique de support. Mesdames, Messieurs, l'importance de cette rencontre est de pouvoir démontrer que l'avenir de la planète, qu'il s'agit de la démographie, de la sécurité, du climat et de l'environnement, voire de la technologie, passe par l'Afrique. Le plus important réservoir des futurs jeunes consommateurs sera l'Afrique. À l'avenir, la jeunesse de la population africaine deviendra une opportunité pour le monde plutôt qu'un défi du continent. Il est temps pour tous nos partenaires de prendre des initiatives leur permettant de saisir cette opportunité dans une démarche gagnant-gagnant. Nous devons conjuguer nos efforts en l'intérêt de deux continents. Nous, Africains, apprécions l'adhésion de la Russie au principe qui protège les intérêts du continent sur le long terme.
un des secteurs porteurs à cet effet de mer d'énergie. C'est pourquoi nous invitons la Russie à participer au financement de l'initiative africaine pour l'énergie renouvelable. Lors de nos dernières visites en Russie en 2016 et 2017, nous avons encouragé le président Poutine à organiser une telle sommet. Aussi, nous sommes heureux que ce sommet se tienne aujourd'hui. Ouvrons donc les portes à une coopération plus féconde, plus engagée, plus créative, pour le meilleur pour la Fédération de Russie, pour le meilleur pour les États africains, assoiffés d'un partenariat mutuellement avantageux. Vive l'unité et l'émergence africaine, vive la coopération russo-africaine, vive la coopération internationale. Je vous remercie. Monsieur le Président, l'exemple de votre pays démontre évidemment que les restrictions économiques qui sont dictées par les considérations politiques entravent le développement, mais ne peuvent pas l'arrêter. Et nous vous souhaitons tout le succès dans la voie du développement. Voilà, le président Alpha Condé au sommet Russie-Afrique à Sochi, des propos recueillis par Sanassi Keita. Sans transition, à Washington, le pôle financier guinéen boucle sa participation aux assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale. Des retombées économiques considérables sont enregistrées, près de 300 millions de dollars d'appui budgétaire obtenus. La conclusion de la 4e revue du programme de facilité de crédit du FMI et la signature avec la Banque islamique de développement d'un avenant du projet d'appui au secteur de la santé. Ces résultats sont le fruit de la stabilité macroéconomique. Fatoumata Samoura depuis Washington. La Banque mondiale accorde un appui budgétaire de 90 millions de dollars à la Guinée. La manne financière devrait aider l'État à couvrir les dépenses de développement et d'investissement. Autre acquis, la confirmation du financement du secteur agricole à hauteur de 200 millions de dollars et la possibilité de doubler les enveloppes financières de l'IDA et de la Banque mondiale pour la Guinée. Nous avons fait une revue de notre portefeuille dans le secteur de l'eau, dans le secteur de l'énergie, mais aussi on a regardé les nouveaux projets et surtout l'agriculture commerciale et l'autonomisation des femmes guinéennes. L'aide budgétaire, c'est un appui budgétaire de 90 millions de dollars qui va directement dans le budget de l'État. Du côté du Fonds monétaire international, les perspectives sont prometteuses. Le programme de facilité élargie de crédit évolue à la satisfaction de tous et sa 4e revue est en phase de finalisation. Pour la Banque centrale de la République de Guinée, les discussions sont sanctionnées par des engagements forts. Il s'agit de l'approfondissement des dispositifs mis en place pour la gestion de la liquidité bancaire et aussi pour mener une politique monétaire qui puisse être en lien avec les impératifs de la politique d'échange. À la Banque islamique de développement, un avenant du projet d'appui au secteur de la santé est signé en vue de faciliter l'acquisition des médicaments et consommables de certaines structures sanitaires du pays. Quant à la Société financière internationale, les décideurs ont exprimé clairement la volonté de diversifier leur domaine d'intervention en Guinée. L'Agence multilatérale de garantie des investissements, MIGA, a pour sa part dit être intéressé par l'exploitation de l'énergie solaire. Avec ces résultats, le pôle financier guinéen quitte Washington, la capitale politique des États-Unis d'Amérique, avec le sentiment d'avoir accompli et bien accompli sa mission. Fatoumata Samoura, autant dire que l'économie guinéenne se porte de plus en plus bien. Les assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale ont apprécié les résultats enregistrés par l'État guinéen. La revue du programme de facilité élargie de crédit a été approuvée par les institutions de Bretton Woods. Boubacar Ba. Après
Après 2 semaines de négociations intenses avec la mission du Fonds monétaire à Conakry et 10 jours à Washington, un accord a été trouvé entre le gouvernement et les autorités de cette institution de Bretton Woods sur la 4e revue de notre programme de facilité élargie de crédit. Cet accord, obtenu de haute lutte, sera soumis décembre prochain au Conseil d'administration du Fonds monétaire pour approbation conformément aux règles et procédures. Un accord qui débouchera sur un financement de près de 30 millions de dollars et devrait permettre non seulement de réduire la pauvreté, accroître la croissance, mais aussi ouvrir à la Guinée de nouvelles possibilités de financement avec les autres partenaires au développement comme l'Union européenne, la Banque mondiale, la BAD et les fonds arabes. C'est une très bonne chose, une bonne nouvelle, ce qui fait que la Guinée peut être un pays fréquentable et que malgré tout ce que les gens peuvent dire, les autorités guinéennes ont fait du bon travail. Aujourd'hui, notre pays continue encore avec le Fonds monétaire qui est presque comme un passeport pour notre pays. Nous devons nous réjouir de cette performance-là. Le Fonds monétaire recommande une mobilisation accrue des recettes fiscales en vue de réduire les subventions à l'électricité. En date et conformément au communiqué du Fonds monétaire, la croissance se situe autour de 6%, l'inflation à 9,4% contre 9,6% l'année dernière. Et le solde budgétaire a enregistré un surplus de 1,2% du produit intérieur brut. Mieux, les réserves internationales de change se sont nettement améliorées, passant de 3 mois à 3,7 mois d'importation à fin septembre 2019. Malgré tout, des spéculateurs laissent entendre une crise de devises dans le pays, ce qui est de nature à créer des doutes dans l'esprit des consommateurs sur la question, le vice-gouverneur précise. Les manifestations de ces 2 derniers jours ont amené certains Guinéens à penser qu'on a du pire à la maison. Et ceux qui ont des devises qui doivent vendre aux autres ont gardé les devises. Ce matin, quelqu'un me disait même que même les vendeurs de piments cherchent à avoir les devises pour garder. Ils pensent que la situation est grave, alors que ce n'est pas le cas. La Banque centrale surveille tout cela. Nous avons déjà envoyé depuis ce matin des missions pour visiter un peu les marchés, pour visiter les bureaux de change. Et on a vu qu'il n'y a rien qui explique que les devises montent. Il n'y a rien qui explique. Les devises devraient monter si nous-mêmes, Banque centrale, on n'avait pas de devises. Mais vous êtes en train de dire que nos réserves internationales ont accru. Donc, ce que nous allons faire, si c'est des problèmes de devises que nos bureaux de change n'ont pas, la Banque centrale se propose de donner un bon matelas aux bureaux de change pour que les bureaux de change puissent facilement aider tous ceux qui veulent voyager et ceux qui veulent avoir des devises. C'est donc une bouffée d'oxygène pour les cambistes et un ouf de soulagement pour le gouvernement de voir ces efforts reconnus par la communauté internationale à l'heure où la problématique des capitaux reste une épineuse question dans les pays en développement. Et puis, en plus bref, le président de l'Assemblée nationale porte à la connaissance des honorables députés de la tenue d'une plénière le vendredi 25 octobre 2019 à partir de 10h30 à l'hémicycle du Palais du Peuple à Conakry. Compte tenu de l'importance des textes à adopter, la présence de tous est de rigueur, le président Claude Kourikouyano. Vers la relance du contrôle technique automobile, c'est ce qui ressort de la mission d'expertise internationale en Guinée. L'activité s'inscrit dans le cadre du programme d'appui au secteur des transports, un programme du gouvernement guinéen soutenu par l'Union européenne. La précision dans ce reportage de Mohamed Seyar Souma. La Guinée entend renouer avec le contrôle technique automobile. L'arrêt de l'opération remonte à 2004 selon les sources officielles. Ce manquement est de nature à peser négativement sur la sécurité routière. Conséquence, la fréquence des accidents de la circulation. En Guinée, selon les études réalisées avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, les accidents sur la voie publique représentent plus de 77% des cas de traumatisme. Les principales victimes sont des conducteurs, 26%, et les passagers, 26%. L'évolution vers un parc en bon état ne peut qu'être favorable à la sécurité routière. Les chiffres font froid dans le dos durant les 15 dernières années. Les récents états généraux de la sécurité routière n'ont pas encore permis de réduire considérablement les accidents de la circulation. L'État guinéen et l'Union européenne mettent les bouchées doubles pour assainir le parc automobile à travers le contrôle technique. Pendant ce temps, la construction d'un nouveau centre national d'environnement et d'automobile
demeure une priorité. Je me réjouis qu'à la faveur du PAST, financé par l'Union européenne, le ministre des Transports ait décidé de relancer le contrôle technique automobile en Guinée. Pour aider le gouvernement guinéen et le ministère des Transports à réussir cette relance, l'Union européenne a décidé de financer à hauteur de 2,5 millions d'euros la construction, l'équipement et l'assistance technique d'un centre moderne pour le contrôle technique des véhicules. Pour l'exploitation du futur Centre national d'environnement et d'automobile, le département du transport avait lancé un appel d'offres international. Un opérateur privé est enfin recruté. Après la mise à disposition des installations, la SGS sera chargée de l'exploitation du centre à travers l'exercice du métier de contrôle technique pour les véhicules légers et puis pour les véhicules, les poids lourds. La relance du contrôle technique automobile va permettre de lutter contre le monopole, un facteur qui aurait occasionné la descente aux enfers par manque d'investissement massif dans le secteur. La volonté est affichée au sommet de l'État par un décret du 3 novembre 2017 portant réglementation des contrôles techniques des véhicules automobiles. Dans l'actualité encore, un ouf de soulagement pour la jeunesse de Bofa. Il vient de bénéficier de son tout premier centre intégral Waliya Tebe. Ce centre sert à appuyer l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Il vise à créer des activités génératrices de revenus et des emplois durables. C'est un programme du gouvernement guinéen avec l'appui de l'Union européenne. Al-Gassimba. Nous sommes dans la préfecture de Bofa, située à 155 km de Conakry. Ici, le besoin d'insertion socio-économique des jeunes est grandissant. La préfecture est dotée d'un centre intégral Waliya Tebe, une structure d'accompagnement des jeunes porteurs de projets et de création d'entreprises ou de coopératives. Cela en offrant un appui en termes d'hébergement, de conseil et de financement. C'est important de former les jeunes pour qu'ils puissent savoir comment faire un business plan, comment monter une entreprise, comment trouver des marchés. Et à travers nos experts, non seulement on a mis sur pied l'incubateur, mais ce sera aussi l'occasion de les former. Réalisé pendant une période de 6 mois, l'incubateur Waliya Tebe est doté d'un bureau administratif, 2 salles de formation, 2 espaces entreprises et autres. Il est équipé d'ordinateurs et de panneaux solaires pour alimenter le courant. Je crois que ça va être une très bonne chose pour nous. C'est un ouf de soulagement pour toute la jeunesse de Bofa aujourd'hui. Qui compte venir désormais se faire former ici, avoir de l'expérience, aller vers le financement, les techniques de montage de projets, etc. La mise en œuvre de ce centre intégral Waliya Tebe de Bofa s'inscrit dans le cadre du programme intégral à travers le Centre du commerce international avec l'appui de l'Union européenne et le gouvernement guinéen. Il vise à réduire la migration irrégulière des jeunes vers l'Europe. Ma présence ici et aujourd'hui témoigne la volonté de l'Union européenne d'être un partenaire fort et fiable dans le développement inclusif en République de Guinée par la jeunesse et pour la jeunesse, afin de lui permettre de s'insérer dans la vie active du pays. J'interpelle les jeunes de Bofa d'en faire un outil de promotion et d'encourager à travers la gestion qui sera faite d'aller à l'échelle, de multiplier cette expérience dans d'autres préfectures, dans d'autres régions de la Guinée. Le centre intégral Waliya Tebe est logé dans les locaux de la Maison des jeunes de Bofa. Le programme intégral dans sa globalité touchera plus de 20 000 jeunes sur toute l'étendue du territoire national. Dossier environnement dans ce journal. La plus grande des forêts classées de l'Afrique de l'Ouest est en proie à des attaques multiples. La forêt de Ziama à Massanta, classée réserve mondiale de biosphère par l'UNESCO, est de plus en plus menacée par la déforestation. Pour y remédier de façon durable, un plan de gestion et d'aménagement de la forêt est en cours de validation ici à Conakry. Le coût du projet est estimé à 77 milliards de francs guinéens pour sa première phase. Mamadou Alpha dessine le reportage. Après l'Amazonie, les bassins du Congo, Ziama tient fièrement sa place de 3e poumon du monde.
Établie sur 119 000 hectares, le rôle et l'importance de cette forêt dépassent largement les frontières guinéennes. Elle abrite une diversité faunique et floristique unique et constitue l'un des derniers refuges pour des espèces menacées d'extinction comme les éléphants. Après son dernier plan d'aménagement et de gestion de 1995, aujourd'hui inapproprié, Ziama est en passe de se doter d'un nouveau plan de gestion et d'aménagement. La gestion transfrontalière, la promotion d'une gestion transfrontalière avec le Libéria nous permettra d'arriver à atténuer les pressions sur les ressources de la réserve. Si vous savez, vous voyez, il y a quelques années, on ne parle pas d'abattage d'éléphants. C'est parce que les patrouilles d'arrestation, les patrouilles groupées entre Libériens et Guinéens sont en cours d'être réalisées. Le nouveau plan s'étend sur 10 ans, soutenu par différents partenaires comme l'Union européenne à travers le projet UNOPSA. Le renforcement des patrouilles, la qualification des équipes de terrain et l'implication des communautés locales dans la protection du massif sont envisagés. L'élaboration de ce plan d'aménagement et de gestion a été un exercice participatif où toutes les parties prenantes ont été associées. En particulier, les communautés riveraines ont été étroitement impliquées dans l'exercice pour obtenir le document qui nous est présenté aujourd'hui et qui correspond parfaitement à l'objectif visé, préserver la diversité biologique tout en assurant le développement des communautés. Le plan d'aménagement qui vous sera présenté constitue un outil stratégique de planification, de mobilisation des ressources et enfin de pilotage rigoureux des actions de gouvernance forestière, de protection et de surveillance, de recherche scientifique, de suivi écologique, de développement local, de communication environnementale et de renforcement des capacités. La protection de la forêt de Ziama, classée patrimoine mondial de biosphère depuis 1985, est un impératif pour l'équilibre climatique de la sous-région. Porté par le département en charge des forêts, le coût du plan de gestion et d'aménagement en cours d'adoption est évalué à 77 milliards de francs guinéens pour les 5 premières années. Le succès du projet dépendra aussi de l'engagement des partenaires pour son financement. Autre chose au plan national, la manifestation autorisée de l'opposition et des activistes de la société civile à Conakry s'est déroulée sans trop de dérapage. L'itinéraire autorisé a permis aux marcheurs de parcourir des kilomètres pour se rendre au stade du 28 septembre à Conakry. Dans l'ensemble, la marche n'a pas connu d'incident majeur. Morikaba. La marche autorisée du collectif d'organisation de la société civile et de partis politiques a traversé 3 des 5 communes de la capitale. Les forces de l'ordre ont en toute responsabilité assuré l'encadrement des manifestants avant, pendant et après. Nos services ont suivi avec beaucoup d'attention la manifestation tant à Conakry que dans certaines villes de l'intérieur du pays. Et au niveau de la ville de Conakry, la marche est partie de Carrefour Tannery, comme vous l'avez suivi, et qui a passé par l'aéroport jusqu'au niveau de Kondebougny. Et à partir de Kondebougny, la marche a pris la transversale numéro 1 en passant par Amdalaï pour arriver à l'esplanade du stade du 28 septembre. Et tout ça s'est passé sous l'œil vigilant des services de sécurité qui ont suivi de près le passage des leaders et des manifestants. Au cours de cette marche de ce jeudi, aucun incident majeur n'a été enregistré. On note tout de même 2 cas regrettables. Au niveau de la ville de Conakry, malheureusement, au petit matin, aux environs de 10 heures, il y a eu un cas d'accident qui a été enregistré par les manifestants au niveau de Yimbaya précisément. Il y a eu un accrochage violent entre 2 motocyclistes parmi les manifestants. Et les 2 ont été malheureusement transportés dans un centre hospitalier en état critique. Mais du reste, ça s'est très bien passé et les services de sécurité, malgré quelques provocations, ont pu condenser la foule et les canaliser jusqu'au niveau du point de meeting. Dans les préfectures de l'intérieur et notamment à Pita, là aussi, il y a eu un incident qui a été enregistré parce que les manifestants qui ont sonné presque toute la rue, en rentrant, malheureusement, ils ont lapidé le commissariat central de Pita et
Quelques agents ont reçu des jets de pierre qui ont entraîné des blessures. Mais en dehors de ce cas, jusque-là pour le moment, et nous pensons que tout s'est très bien passé. La marche est un droit constitutionnel. Cependant, il y a des principes à respecter. Et l'éducation citoyenne de la population s'impose alors pour le respect des principes de marche sur les voies publiques. Voilà la marche pacifique de l'opposition et des activistes de la société civile de Fidel Castro. L'autoroute Fidel Castro à l'esplanade du stade du 28 septembre s'est déroulée normalement. Cependant, le tronçon Lambagne, Kaporo et Taouya a renoué avec son train-train habituel. Banques, marchés, stations-service étaient ouverts. L'appel à la paix est tout de même souhaité par les citoyens. Reportage, Mommel Lamine Camara, Mamadou Salioba. À l'opposé de la route Le Prince, le tronçon Lambaye, Kaporo et Taouya. Ce jeudi, cette route a connu son calme habituel, même si la circulation est peu fluide. Ici, les citoyens vaquent librement à leurs affaires. Même ambiance du côté du marché Kaporo, centre de gravité de la vie familiale. Ces femmes se disent préoccupées par la recherche du quotidien, raison fondamentale de leur engagement en faveur du règlement des différends par le dialogue. C'est ici qu'on se débrouille. Nous voulons la paix dans ce pays. Nous demandons donc aux autorités et à l'opposition de prôner la paix et d'aller au dialogue. J'ai ma boutique à Madina et ça fait combien de temps? Deux semaines, on n'arrive pas à vendre. Vraiment, ça me dérange dans mes activités. J'appelle tout le monde de faire la paix et d'essayer de se comprendre. Si ils peuvent s'asseoir et s'entendre, ça serait mieux pour tout le monde. C'est le même constat à Taouya et à Kipé. Le calme règne dans ces quartiers, même si quelques boutiques sont fermées par endroits. Mais les banques et les stations-service sont restées ouvertes. Ici, comme dans la plupart des quartiers de la capitale, le commun de Guinéens appelle à la retenue. Je souhaite qu'il y ait vraiment un consentement autour de la table pour remédier aux choses. Ce n'est pas les marches qui vont à l'opposition, ce n'est pas les marches la solution. Il faut qu'ils acceptent de se comprendre, d'être autour de la table. Cet appel à la préservation de la paix et la quiétude sociale souligne une fois encore que le citoyen guinéen privilégie le dialogue et la concertation permanente. L'appel à manifester ce jeudi n'a pas été suivi dans la région forestière de Mansanta à Lola, en passant par le centre-ville de Zérékouré. Toutes les activités se sont déroulées normalement. Le constat de notre reporter basé dans la région, Lancé Camille Soko. Zérékouré en ce jeudi 24 octobre 2019. Dans la ville, tout le monde va à cette information. Boutiquiers et marchands ambulants. Chacun suit son quotidien. Il faut que le matin on vient ici, on cherche petit d'argent pour qu'on doit nourrir ça. Mais toujours la guerre, on ne veut pas la guerre. On ne veut pas ça fait que Dieu nous accorde pour que la paix doit rentrer dans notre ville ici, en Guinée. Nous ici, on cherche nos quotidiens, comment faire manger les enfants à la maison. Maintenant c'est de l'opposition là, nous ne faisons pas partie dans ça. Ce n'est pas notre problème. On veut la paix, que les Guinéens se unissent. On soit ensemble, on rentre ensemble. Dans la région forestière, les activités restent imperturbables. Ce client est venu de Massanta ce matin. Selon lui, aucun signe de trouble à l'ordre public n'est visible sur le trajet. Je suis venu de Massanta ce matin pour mes achats. Il n'y a aucun problème. De la gare jusqu'ici, tout le monde suit ses affaires. Même son de cloche du côté de Lola. Taxi-motards, transporteurs routiers et commerçants font leur business dans la plus grande sérénité. On voit toujours que si on manifeste, ça joue sur nous. Parce qu'on a des familles, on sait comment faire dans la famille. Donc quand tu penses à ça, chaque jour manifestation, on ne voit pas contre quoi, ou qu'est-ce que ça va donner nous les jeunesses. Et ça ne nous adresse pas, nous les chauffeurs. Nous, on ne veut pas la rue, c'est que nous voulons discuter à table. Pour nous, c'est la table qui prévaut. Voilà pourquoi nous sommes calmes. Ce calme dans l'une des plus grandes zones de production du pays est l'un des premiers résultats d'impact signé le 19 juin dernier entre les acteurs sociopolitiques de Zérékouré. Un accord bannissant
toutes sortes de troubles à la quiétude sociale dans la localité. Le Zéro Corée maintenant est fidèle à son option, l'option de paix, de concorde sociale et de quiétude sociale. Zéro Corée est fidèle à ça maintenant, parce qu'on a compris ce qu'on n'avait pas compris. On sait maintenant que si la paix est menacée, le développement va être écouté, les bailleurs de fonds qui doivent venir, les partenaires vont se refuser de venir. On se dit maintenant, pour tout mouvement venant de Conakry, de nature à troubler l'ordre public, Zéro Corée met barre à ça. Zéro Corée n'en veut plus. Tirant les leçons de ces jours de paix, les populations de la Guinée forestière s'engagent désormais dans un processus de dialogue permanent afin d'éviter le marasme politique dans le pays. Voici le contenu du communiqué du gouvernement. Conakry, le 24 octobre 2019, la marche autorisée par le gouvernorat de la ville de Conakry s'est déroulée ce jour sur l'itinéraire rond-point Tannery pour l'esplanade du stade du 28 septembre en passant par la transversale numéro 1. Le gouvernement se félicite du bon déroulement de la dite marche et salue le professionnalisme avec lequel les agents des forces de l'ordre ont encadré la marche. Le gouvernement guinéen regrette cependant l'accrochage entre deux motocyclistes parmi les manifestants ayant fait 2 blessés qui ont été conduits à l'hôpital dans un état critique. Selon les services de sécurité déployés sur le terrain à Conakry, la marche qui s'est déroulée sans heurts a mobilisé environ 30 000 personnes. L'appel à la marche a été relativement suivi dans certaines préfectures à l'intérieur du pays et les manifestations se sont globalement déroulées sans incident, sauf à Pita, où des manifestants ont délibérément lapidé les locaux du commissariat central de police, occasionnant ainsi des blessés parmi les agents de sécurité. Le gouvernement réitère son appel à la responsabilité de tous et de chacun pour le respect des principes qui régissent le droit de manifester en République de Guinée. Enfin, le gouvernement rassure les citoyens qu'il continuera à assumer sa mission régalienne de préservation de l'ordre public en prenant des mesures idoines pour la sécurité des personnes et de leurs biens. Le gouvernement. L'autre chose au plan national, dans l'exécution de son plan de formation des élus locaux, l'ANAFIC, en collaboration avec l'Agence française de développement, a initié une formation à l'intention d'une vingtaine de femmes des communes. La démarche vise à renforcer les compétences des bénéficiaires en technique d'élaboration des documents administratifs. Mohamed Amin Kamara, reportage. Pour une bonne gestion des affaires publiques, les administrations locales ont besoin de personnel qualifié. Pour relever ce défi, il est impérieux de renforcer les capacités des acteurs locaux en vue de leur permettre de rédiger les documents dans un langage spécifique à l'administration. Ici, au siège de l'ANAFIC, une vingtaine de femmes élues locales apprennent les techniques d'élaboration des documents administratifs. L'Institut français assure la formation pédagogique. Pourquoi un plan de renforcement des capacités en français dans les communes? Tout simplement parce qu'il s'agit de français technique, de connaître la langue administrative et ainsi d'être plus performant dans les communes. Et donc pour la mise en œuvre de ça, nous avons décidé de commencer par les femmes, tout simplement parce que voilà, d'habitude ce sont les femmes qui passent en dernier, et là au contraire, et on a eu, je dois dire, un groupe qui était vraiment exceptionnel, de dames qui sont très 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 motivées. La méthode pédagogique utilisée est celle participative pour une maîtrise des modules développés. Même si on savait rédiger des documents administratifs, soit la lettre administrative, le rapport ou un compte-rendu, aujourd'hui aussi nous gagnons de plus. Donc ceci pourra nous servir dans nos différentes communes respectives. Nous partons dans nos communes très bien outillées. Nous sommes prêts à faire la restitution et que s'il plaît à Dieu, ANAFIC ne sera pas dessus de nous. Cette démarche de l'Agence nationale de financement des collectivités et de l'Agence française de développement consiste à faire de ces élus locales de véritables actrices capables d'impulser les vraies bases du développement et consolider l'incarnation de l'autorité locale au bénéfice des collectivités. Voici à présent les nouvelles nationales traitées sous forme de télégramme à l'image avec Abdoulaye Diallo.
L'école primaire de Bawa, l'un des établissements des collectivités rurales de Dubreka. L'établissement exprime le besoin de rénovation et de meubles scolaires depuis quelques années. Pour répondre à cette préoccupation, une structure philanthropique apporte du sourire au sein de l'école. Avec un don de fournitures scolaires, la Fondation Agir pour l'éducation contribue à la formation des enfants de ce village. Pour la petite histoire, on était de passage. On a fait une escale à cette école. Et quand nous sommes descendus du véhicule, les 4 premiers élèves que nous avons rencontrés ne portaient pas de chaussures. Et c'est quelque chose qui nous a moralement marqués. Et nous avons décidé de ce que nous avons d'habitude de faire à Conakry, de le faire ici, parce que ceux-là ont plus besoin. En Guinée, de nombreuses femmes s'impliquent dans la promotion du leadership féminin en vue de contribuer au développement socio-économique du pays. Cependant, le constat révèle un manque de synergie entre elles. Pour trouver la solution à cette incompréhension, des femmes leaders de Bouquet se retrouvent pour identifier et analyser les différents problèmes qui les opposent. Nous choisissons de travailler dans l'entrepreneuriat car nous voulons travailler pour nous-mêmes, nous voulons travailler pour quelqu'un. Parce que toutes les femmes de Bouquet ne peuvent pas travailler dans le monde. Ces prières et lectures du Saint-Coran visent à promouvoir la paix et la tolérance mutuelle entre les Guinéens. C'est une initiative de la structure dénommée Mouvement Alpha Plus. L'objectif des initiateurs est de prévenir les violences et de favoriser la diversité. Notre objectif, le mouvement Alpha Plus, déjà c'est un mouvement de soutien du professeur Alpha Condé. Donc notre ambition aujourd'hui, c'est comme il y a la tension dans le pays et on sait que le Coran est une solution. Donc on a préféré faire une grande lecture du Saint-Coran pour la sensibilisation, la paix et la quiétude sociale pour notre pays et dire à la jeunesse guinéenne que seule la paix peut régler ce que nous voulons. À la maison mortuaire d'Émile Kéoulin Yumbounou, le président de l'Assemblée nationale présente les condoléances à la famille éplorée. Né en 1935 à Guékédou, l'homme a rendu l'âme au Maroc. Il est reconnu pour son engagement à l'édification de la paix en Guinée, particulièrement dans sa préfecture natale. Par ce acte, l'honorable Claude Korikondianou réitère son attachement aux valeurs culturelles et sociales qui caractérisent notre société. Le défunt est le père de Marc Yumbounou, ministre conseiller à la présidence de la République. Et puis, la criminalité refait surface à Conakry. Un policier a été tué ce matin à Yataya Fossidé, dans la commune de Ratouma. Le brigadier de police Mamadouba Bangoura a reçu 3 balles. Les assaillants ont pris la fuite. Il a rendu l'âme devant sa femme et son garçon de 10 ans. Les bandits ont emporté son arme. Moïkaba, reportage. Un deuxième policier tombe encore sous les balles des assaillants en l'espace de 3 semaines. Brigadier de police Mamadouba Bangoura a été suivi selon les témoins par 2 bandits avant d'être abattu devant sa porte. Mon mari a frappé à la porte. J'ai ouvert. J'étais avec mon garçon. On attendait qu'il rentre, sauf que son fils l'a vu. À terre, il m'a alerté. Je suis venu le soulever, il saignait beaucoup. J'ai crié. C'est à 4 h du matin, sa femme m'a appelé en me disant qu'ils ont tiré sur son mari. Donc je suis venu sur le lieu. Donc d'après les explications des voisins et ceux qui ont vu comment l'acte s'est déroulé,
qu'il a été suivi par 2 individus. Donc arrivé chez lui, il a garé la moto. Donc le temps, lui il ne savait pas, il était poursuivi par les gens. Donc arrivé au lieu, il a tapé la porte. Mais bon, comme madame n'arrive pas à ouvrir, donc elle est partie vers derrière. En allant vers derrière pour taper à la fenêtre, à ce moment, ils ont tiré sur lui. Donc comme vous le constatez, sa moto est là. Aussitôt informés, les enquêteurs du commissariat central de Sonfonia sont venus sur les lieux du crime. On a constaté sur le corps qu'il a été tiré à balle au niveau du cou et une autre balle au niveau de sa main gauche. Et par terre, on a pu identifier 3 étuis de balles qu'on a mis sur scellé. Le brigadier de police Mamadouba Bangoura était jusque-là garde du corps de Amadou Diallo, secrétaire général de la CNTG. Il laisse derrière lui une veuve et 6 enfants. Ce 2e cas d'assassinat de policiers interpelle les forces de sécurité et les populations à plus de vigilance. Et c'est bien dramatique. C'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. Au conseil dans le monde. À bientôt.